les choses clairement. Il lui est reproché de nier le génocide. Écoutez, quand vous écrivez et que vous mettez un mot entre guillemets, ça veut dire que vous niez l'existence du génocide? Non. C'est qu'il faut savoir qu'il est dans la situation d'un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte est en train de vous dire attention, il y a des crimes là-bas, il y a des crimes là. Aujourd'hui, si les crimes du Rwanda ne sont pas audibles, vous avez vu, c'est parce que la communauté internationale ne veut pas qu'on en parle. Bon, si aujourd'hui il n'y avait pas des gens comme Charles Onana, bon, Kagame pourrait éventuellement considérer qu'il est tout à fait en droit de faire ce qu'il veut, parce que personne ne dit et parce que tout le monde a peur de dire ce qu'il dit. Et donc, pour moi, il est important qu'il soit protégé comme un lanceur d'alerte. L'Union européenne a des directives qui permettent la protection des lanceurs d'alerte. Et Charles Onana doit être protégé par l'Union européenne. Nous avons déjà fait d'ailleurs cette demande-là auprès de l'Union européenne pour qu'il le considère comme un lanceur d'alerte et qu'il puisse éventuellement dire les choses comme il doit, sans avoir peur de représailles. D'accord. Maître, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de qui vous êtes, s'il vous plaît? Moi, je suis Maître Reti. Je suis le premier Congolais à avoir été admis à exercer ici en France comme étranger, comme Congolais. J'ai jamais changé de nationalité, donc. J'ai été avocat à Arusha, où mes confrères m'ont élu à l'unanimité président de l'association des avocats. J'ai fait le travail que j'estimais devoir faire. Quand tout à l'heure on m'a posé la question de savoir pourquoi et comment j'étais parti d'Arusha, il faut savoir interroger le temps et regarder ce qui s'est passé après moi. Après moi, mon successeur a été emprisonné pendant 6 mois. Le professeur Peter Linder, il a été emprisonné parce que bon, c'était la chasse finalement aux défenseurs des accusés. Et moi, j'avais un double crime, c'est que en plus d'être le défenseur des accusés qui était acquitté, j'étais aussi malheureusement le président des avocats, donc de tous ceux qui éventuellement étaient en train de faire de la résistance, puisque le procès au tribunal pénal international sont des procès, il faut le considérer comme des procès politiques. Ce n'était pas facile de défendre les gens au tribunal pénal international parce qu'il y avait trop d'interventions des États-Unis, trop d'interventions des Onusiens et l'attitude des fonctionnaires du tribunal pénal international, c'était un peu comme l'attitude de la MONUSCO chez nous. C'est-à-dire ils sont là, mais bon, si vous ne faites pas attention, ils ne vont pas écouter ce que vous dites. Donc il fallait vraiment forcer et puis argumenter et contre-argumenter. Considérant les relations internationales, d'une part, et des rapports diplomatiques entre le Rwanda et la RDC, quelle symbolique pourriez-vous voir dans ces procès? Déjà, il y a une chose, que le Congo s'intéresse à ce que Charles Onana est en train de faire, c'est une très bonne chose. Bien sûr, je sais qu'il y a dans la communauté des gens qui estiment effectivement que c'est de la récupération. Moi, je dis que Likamba Mabele, lorsqu'effectivement la cause est bonne, il faudra que tout le monde se mette ensemble. Ça ne sert à rien de dire voilà, puisque c'est lui, je ne me mets pas avec lui. Non, il faut que tout le monde se mette ensemble. Et je crois que votre présence, la présence de la RTNC, qui est souvent absente des affaires internationales, bon, la présence des RTNC est quand même un signal fort pour dire que le soutien de Charles Onana est tout à fait effectif. Quelle est l'issue de ces procès d'après vous? Comment? L'issue de ces procès. Comment voyez-vous l'issue de ces procès? Il y a deux façons, il y aura deux façons de voir les choses.
et ces deux façons, on les a vues au niveau de la presse. RFI était déjà le premier à faire un reportage à charge contre Nana. Dès le premier jour, ils ont trouvé effectivement que c'était un négationniste. Donc, le lendemain, Marianne a fait aussi son document qui montrait effectivement que Charles avait tout à fait des raisons d'être défendu. Donc, ce procès est à l'image justement de ce qu'on voit au niveau des médias mainstream. Donc, ça peut être un procès politique, ça peut être un procès pour faire plaisir au gouvernement rwandais, mais il est arrivé souvent que le gouvernement obtienne des choses qu'il ne pouvait pas obtenir politiquement, qu'il les obtienne judiciairement. Mais à supposer que Charles Onana est condamné, bon, c'est pas grave. Il aura perdu de l'argent, mais il a le droit d'aller en appel, il aura le droit d'aller en cassation, et nous espérons effectivement que si l'affaire doit arriver au niveau de l'Union européenne, des cours européennes, bon, qu'on puisse éventuellement faire droit, lui donner droit. Mais bon, des procès comme ça aussi, ce n'est pas le premier. On a poursuivi Natacha Polony, elle a été acquittée. On a poursuivi Pierre Péan, il a été acquitté. Bon, on les embête éventuellement pour leur faire payer éventuellement beaucoup de frais et pour les effaroucher, c'est tout. Mais il faut qu'il y ait effectivement des gens qui soutiennent ces lanceurs d'alerte. Si on ne les soutient pas, plus rien ne se fera de sérieux. Juste une question. Est-ce que c'est un procès Charles Onana ou c'est un procès congolais au Congo? C'est ma question. C'est que si le Congo, alors que c'est un procès Charles Onana, si le Congo se sent concerné, c'est tant mieux pour la prise de conscience des Congolais. Bon, il n'est pas question seulement de dire on n'a pas cité le Congo là-dedans, donc nous ne sommes pas concernés. Si les Congolais se sentent concernés, c'est parce qu'effectivement ils reconnaissent le travail que Charles Onana fait dans la défense des intérêts du Congo. Et je pense, à mon avis, que c'est un bon signal, en tout cas pour la prise de conscience des Congolais. Si je peux me permettre de vous une question, je sais pas, si je peux me permettre, effectivement, on a mentionné le Congo plusieurs fois. On a dit que le langage de Charles Onana est en train d'être utilisé dans l'Est du Congo et que c'est du négationnisme. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de criminaliser la résistance congolaise en disant que tous ceux qui s'opposent à l'agression rwandaise, c'est des négationnistes et des gens ethnicistes, etc., de donner une lecture ethniciste à une guerre internationale? Ce qui fait le charme du travail de Charles Onana, c'est que ce qu'il disait à l'époque apparaissait comme étant de l'exagération. Mais quand on fait la lecture de la situation aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'il disait à partir du Rwanda est en train de se faire au Congo. Bon. Moi, il m'a recommandé des experts qui ont été rejetés par le tribunal. Et pourquoi les experts ont été rejetés par le tribunal? Ils ont été rejetés par le tribunal tout simplement parce que le tribunal a estimé qu'on ne devait pas parler d'agression rwandaise ou ougandaise dans l'affaire du Rwanda. Vous avez fait le nom de Wayne Madsen. Oui. C'était quelqu'un du département d'État américain, non? Non, c'était un journaliste d'investigation. Juste une question. Quelle est selon vous l'implication de l'ONU, notamment lorsque vous avez révélé cette histoire de militaires avec Boutros Ghali dans la vente d'armes aux génocidaires rwandais? Est-ce qu'il y a une implication de l'ONU derrière ce fait? Celui qui était poursuivi, c'était le général Kabirigi. Donc quand il a reconnu, qu'il a dit qu'il était poursuivi, qu'il est allé acheter des armes en Égypte et que le vice-ministre des Affaires étrangères qui lui avait vendu, le vice-premier ministre, mais ministre des Affaires étrangères qui lui avait vendu les armes, c'était Boutros Ghali. Le procureur est tombé pratiquement par terre. Il a tenu absolument à ce que l'on n'en discute plus. La bonne preuve, c'est que Kabirigi a été acquitté
Mais après son acquittement, le procureur n'a pas fait appel. Il n'a pas fait appel parce que bon, c'est des choses effectivement qu'il ne faut pas savoir. Mais est-ce qu'on peut le relier à cette affaire de boîte noire, par exemple? C'est que le secrétaire général des Nations Unies, il est responsable de ce que ses prédécesseurs ont fait. Et lui-même, je pense que si c'était que lui en tant qu'individu, on aurait pu penser effectivement qu'on n'en parle plus. Mais si les autres ont continué à garder la boîte noire, si Carla Del Ponte n'a jamais mis la main sur la boîte noire, c'est parce que tout simplement les Nations Unies. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la grève de faim que beaucoup ont fait à Arusha? Parce que certains rapports très importants comme le Gersony, je crois, Gareton, des rapports qui impliquaient vraiment le FPR n'étaient pas rendus publics. On disait même qu'ils n'existaient pas. J'ai vu que Prunier écrivait que ces rapports n'existaient pas. J'ai entendu qu'ils ont fait des grèves de la faim pour pouvoir avoir accès à certains rapports. Est-ce que vous pouvez raconter ce que les gens vraiment qui ont été accusés ont fait pour avoir leurs droits à Darusha? Oui, les accusés faisaient grève en fonction des intérêts, chacun ses intérêts. Quand il estimait que ses intérêts étaient en jeu, il refusait éventuellement de se présenter. Mais ces grèves de la faim n'avaient pas finalement beaucoup de succès parce qu'à un certain moment, le tribunal avait dit, écoutez, si vous refusez de venir, tant pis, vos avocats vont vous représenter et doivent vous représenter. Et donc le mouvement de va-et-vient des avocats pour aller prendre les instructions de leurs clients et tout, quand les clients se rendaient compte que finalement, on s'en foutait de leur grève de la faim parce que l'avocat était sous pression du tribunal. Donc ça n'a pas eu vraiment grand impact. Mais là où on peut dire qu'il y a eu grand impact, c'est quand les accusés décident de se prendre en charge, de prendre en charge leur propre défense, de prendre en main leur propre défense, d'interdire aux avocats de faire ce qu'ils ne veulent pas. Et donc là, il ne faut pas oublier que c'est des gars qui ont fait quand même 10 ans en détention et maintenant ça fait la 30e année. C'est devenu des docteurs en droit international pénal. Ils connaissent même mieux que les nouveaux avocats qui arrivent. Vous pouvez juste nous préciser où se trouvent justement ces personnes qui ont été jugées et ensuite innocentées, mais qui ne trouvent pas de pays d'accueil? Elles se trouvent où ces personnes actuellement? Alors il faut savoir que pour ces gens-là, il y a deux choses importantes. C'est que lorsqu'il est question de trouver des prisons pour accueillir des étrangers, immédiatement, les pays occidentaux pouvaient éventuellement ouvrir leurs portes. Mais souvent, les pays africains ouvrent leurs portes aussi parce que ça leur apporte une sorte de financement qui leur permet effectivement d'arrondir leur trésorerie. Ça c'est une chose. Mais maintenant, pour les... tu as dit quoi? Les personnes innocentées. Oui, pour les personnes, pour les personnes acquittées, dans la mesure où ils n'ont pas de passeport pour se déplacer, dans la mesure où les Nations Unies restent quand même responsables de leur sécurité jusqu'au moment où ils trouvent où aller. On les envoie dans des pays. Généralement, les pays occidentaux ne les prennent pas. Et quand un pays occidental le prend, c'est que l'avocat souvent est très bien introduit dans son propre pays et donc à ce moment-là, il lui obtient une place. Mais les pays africains qui le reçoivent actuellement, ils sont au Niger et peut-être avec les relations entre le Niger et d'autres pays occidentaux, peut-être que leur situation va changer et je ne saurais pas en dire plus. On ne va pas refaire le procès, on ne va pas refaire le procès. Maître Réti s'est beaucoup exprimé, je pense qu'on va... Oui. Ils sont au Niger depuis 2021 et sur les 8 qui ont été envoyés au Niger, il y en a déjà 2 qui sont morts. Donc qui n'ont pas eu la possibilité de rejoindre leur famille. Il en reste 6. Ils sont en danger de mort tous les jours parce que Kagame les réclame. Parce que Kagame dit il faut me les donner. On a réalisé des émissions là-dessus.